Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le périmètre de consolidation. On va notamment voir comment calculer le pourcentage de contrôle et comment calculer le pourcentage d'intérêt et ce que ces deux notions nous permettent de déterminer. Alors, je rappelle que la délimitation du périmètre de consolidation, c'est la première étape dans le processus de consolidation. C'est pour ça que c'est très important d'essayer de ne pas se tromper sur cette étape, puisque si nos calculs sont faussés, nos calculs du pourcentage de contrôle ou du pourcentage d'intérêt sont faussés, pour tout le reste, nos résultats seront faux également. Donc, il faut faire très attention sur cette étape et bien s'entraîner, bien s'exercer pour être sûr de de ne pas se tromper. Dans ce cours, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va voir ce que c'est qu'un groupe. On va voir ce que c'est que le périmètre de consolidation. On va également apprendre à calculer le pourcentage de contrôle. On va voir ce que le pourcentage de contrôle nous permet de faire, notamment de déterminer le type de contrôle. Ensuite, on va voir dans quel cas euh, le calcul du pourcentage de contrôle, enfin, on va voir pourquoi le pourcentage de contrôle nous permet de savoir dans quel cas il y a une obligation d'établir des comptes consolidés ou non. Enfin, on apprendra à déterminer la méthode de consolidation, à définir le pourcentage d'intérêt et le calculer, et on s'entraînera sur un sujet d'examen du DSCG 2020, à savoir le sujet moderne impression. On fera la première question. Donc, la notion de groupe et de périmètre de consolidation. Un groupe, c'est quoi? Un groupe, c'est un ensemble constitué d'une société mère et de ses filiales. C'est différentes sociétés qui sont indépendantes, mais qui sont liées par des participations financières. C'est pour ça qu'on parle de groupe. Dans un groupe, il y a donc une société mère et d'autres sociétés sur lesquelles la société mère exerce un contrôle ou une influence notable. Le périmètre de consolidation, ici, je l'ai mis en rouge, comme vous pouvez le voir, c'est lorsque la société mère a un contrôle ou une influence notable sur des sociétés avec lesquelles elle a une participation financière. Mais il faut qu'elle ait un contrôle ou une influence notable. Ici, je peux voir que j'ai mis la société C en dehors du périmètre de consolidation, tout simplement parce qu'elle n'a que 5%. Donc, on va le voir plus tard, mais elle n'a pas d'influence notable sur cette même entité. C'est pour ça qu'elle est en dehors du périmètre de consolidation. Alors, à quoi sert de calculer le pourcentage de contrôle? Tout d'abord, il faut définir ce que c'est le pourcentage de contrôle. Le pourcentage de contrôle, c'est la quote-part des droits de vote de l'entité consolidante dans les sociétés filiales. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? À quoi ça sert de calculer ce pourcentage de contrôle? Le pourcentage de contrôle, ça va nous permettre de déterminer le type de contrôle. J'en ai parlé rapidement lorsque j'ai évoqué le périmètre de consolidation. Que ce soit selon le règlement ANC ou selon le référentiel IFRS, on aura globalement trois types de contrôle. Soit contrôle exclusif, soit le contrôle conjoint, soit l'influence notable. Après avoir déterminé le type de contrôle, on va pouvoir savoir si l'entité, ou après avoir déterminé même le pourcentage de contrôle, on peut savoir si l'entité elle est dans le périmètre de consolidation ou elle est en dehors du périmètre de consolidation. Et on va également pouvoir déterminer la méthode de consolidation à retenir. On verra que la méthode de consolidation, elle dépend du type de contrôle. La méthode de consolidation, c'est ce qui va dicter comment on va établir le bilan consolidé ou le compte de résultat consolidé. On a globalement trois types de méthodes de consolidation. Soit on fait une intégration globale, c'est-à-dire que tous les éléments, tous les actifs et les passifs seront cumulés. Les titres de participation de la société filiale dans l'entité consolidante seront éliminés. Et on va partager ensuite les capitaux propres. On a aussi de l'intégration proportionnelle,
où on va éliminer les titres de participation et partager les capitaux propres à hauteur du pourcentage d'intérêt et la mise en équivalence, où il n'y aura pas de cumul des comptes, donc pas de partage des capitaux propres. Par contre, on va réévaluer la valeur des titres de participation. Enfin, donc, généralement, la première question de la partie de consolidation, j'ai dit, ça tombe sur ces questions, à savoir déterminer le pourcentage de contrôle, le type de contrôle, le pourcentage d'intérêt. Et c'est un tableau comme ça qu'on vous demande de remplir. Donc, ici, je vous ai mis un petit rappel. Dans quel cas l'entité consolidante a l'obligation d'établir ses comptes consolidés selon les normes IFRS, et dans quel cas elle a l'obligation d'établir ses comptes consolidés soit selon le règlement ANC 2020-01 ou soit selon les normes IFRS sur option. Si elle est cotée sur un marché réglementé, c'est-à-dire un marché réglementé Euronext Paris par exemple, elle doit obligatoirement établir ses comptes consolidés selon les normes IFRS. Par contre, si elle n'est pas cotée sur un marché réglementé ou qu'elle est cotée sur un marché encadré comme Euronext Gross, dans ce cas-là, elle peut établir ses comptes consolidés soit selon le règlement ANC 2020-01 ou soit selon les normes IFRS sur option. Donc, dans un cas, elle n'a pas le choix, elle est obligée. Dans un cas, elle a le choix du référentiel. Donc, j'ai dit que les types de contrôle ils étaient légèrement différents, qu'on soit en règlement ANC 2020-01 ou bien en référentiel IFRS. Lorsqu'on est en règlement ANC 2020-01, on a le contrôle exclusif. Le contrôle exclusif, c'est lorsque l'entité consolidante a un pourcentage de contrôle supérieur ou égal à 50%, ou bien qu'elle a un pourcentage de contrôle supérieur ou égal à 40%, et qu'aucun autre actionnaire ne détient le contrôle. Le contrôle conjoint, c'est lorsqu'il y a un nombre limité d'associés ou d'actionnaires qui partagent le contrôle. On peut prendre par exemple un tiers, un tiers, un tiers. Dans ce cas-là, on a un contrôle conjoint entre les trois associés, les trois entités, ou bien qu'il y a l'existence d'un accord contractuel. Enfin, il y a l'influence notable, c'est le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une entreprise sans en détenir le contrôle. Donc, pour le référentiel IFRS, on ne parle pas de contrôle exclusif, mais seulement de contrôle. Il y a trois critères qu'il faut retenir. Donc, on parle de contrôle lorsque l'entité consolidante peut répondre à trois critères. L'entité consolidante a la capacité, ou bien la société mère, la capacité de diriger les activités pertinentes de la filiale. Elle est exposée ou a droit à des rendements variables. La société mère a la capacité d'exercer son pouvoir sur la filiale de manière à influer sur le montant des rendements obtenus. Le partenariat, on ne parle pas de contrôle conjoint, mais de partenariat. Bon, c'est un peu similaire en réalité. Soit on a une activité conjointe, ok, soit on a une co-entreprise. Enfin, l'influence notable, c'est exactement la même chose que selon le règlement ANC 2020-01, c'est-à-dire que la société mère a le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une entreprise sans en tenir le contrôle. On considère qu'il faut avoir quand même une fraction des droits de vote supérieure ou égale à 20%. Alors, quelques règles concernant le calcul du pourcentage de contrôle. Le pourcentage de contrôle, il se calcule à partir des droits de vote. Les actions à droit de vote double, elles comptent pour le double. Ok, dans le pourcentage de contrôle. Les actions qui ne donnent droit qu'aux dividendes ne doivent pas être prises en compte. Donc, actions qui donnent droit qu'aux dividendes, on a les actions sans droit de vote, les actions de préférence, les actions à dividendes prioritaires et les certificats d'investissement. Comme le pourcentage de contrôle, ça représente la quote-part des droits de vote de la société mère dans la société filiale, toutes les actions qui n'ont pas de droit de vote ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du pourcentage de contrôle. Enfin, on a les actions démembrées, où là, dans ce cas-là, il faut faire attention, c'est l'usufruitier qui détient les droits de vote en assemblée générale ordinaire,
Donc, c'est l'usufruitier qui détient les droits de vote pour le calcul du pourcentage de contrôle. Les actions démembrées, c'est plus dans le cadre de l'UE1, mais c'est assez utile pour la transmission d'une entreprise ou la transmission d'un patrimoine en termes de fiscalité. Dernier petit point sur euh, les, euh, le calcul du pourcentage de contrôle, cette fois-ci seulement pour les normes IFRS, pardon, les droits de vote potentiels, à savoir les obligations remboursables en actions ou bien les obligations qui sont convertibles en actions, elles doivent être prises en compte dans le pourcentage de contrôle. Par contre, faites attention, distinguez bien pourcentage de contrôle et pourcentage d'intérêt. Les obligations remboursables en actions et les obligations convertibles en actions, soit les droits de vote potentiels, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage d'intérêt. Seulement pour le pourcentage de contrôle. Voilà, je voulais bien le préciser puisque des fois, on va voir par la suite le pourcentage d'intérêt, mais je veux pas qu'il y ait il faut bien distinguer les deux et pas se mélanger les pinceaux pour pas faire d'erreur. Donc, je vous propose de faire rapidement un petit exemple. Vous avez vu ici, je vous ai mis un petit bonhomme avec un papier et un stylo. C'est ce que je vous conseille de faire. Prenez une feuille et un stylo, essayez de faire, mettez la vidéo sur pause, essayez de faire cet exercice par vous-même. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Et ça, je le sais. C'est vous qui ne le savez pas. Moi, je suis sûr que vous êtes capable. Vous savez, vous, que vous êtes capable. Bah alors, allez-y. Mettez la vidéo sur pause et faites l'exercice. Ok. Donc, je lis l'exercice avec vous, ok? Mais c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Ok, on se lance. Donc, le capital de la société A est composé de 40 000 actions ordinaires, 5 000 actions à droit de vote double et 3 000 certificats d'investissement. La société A également émis 25 000 obligations convertibles en actions. Donc, on sait que la société mère M, elle détient 18 000 actions ordinaires, 4 000 actions à droit de vote double et 2 500 certificats d'investissement. Donc, c'est quoi lorsque vous lisez le sujet? À quoi il faut faire attention? On a des actions à droit de vote double. Qui dit action à droit de vote double dit qui compte pour le double pour le calcul du pourcentage de contrôle. On a également des certificats d'investissement. Or, on a dit que les actions sans droit de vote ne doivent pas être prises en compte. Donc, je fais bien attention à ne pas prendre en compte dans mon calcul les certificats d'investissement. Enfin, on a des obligations qui sont convertibles en actions, donc des droits de vote potentiels. Or, en norme IFRS, seulement en norme IFRS, les droits de vote potentiels doivent être pris en compte pour le calcul du pourcentage de contrôle. Donc, je vais bien retenir les obligations convertibles en actions pour calculer mon pourcentage de contrôle en norme IFRS. Selon le règlement ANC 2020-01, j'aurai 18 000 actions, parce que 18 000 actions ordinaires sur 40 000, plus 4 000 sur 5 000, et j'oublie pas de multiplier par 2, puisque ça représente mes actions à droit de vote double. Ensuite, en norme IFRS, je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais ajouter mes obligations convertibles en actions, donc mes droits de vote potentiels. Et là, j'aurai un pourcentage de contrôle de 51%. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir sur le calcul. Là, on a fait un calcul simple, on a vu les différents éléments, les points sur lesquels il fallait faire attention, etc. Après, on va voir quelques particularités. On peut également avoir un contrôle indirect, qui peut être exercé avec une filiale intermédiaire. Pour qu'il y ait un contrôle indirect, c'est-à-dire que pour que la société M elle ait un pourcentage de contrôle de 25% sur la société B, il faut que la filiale intermédiaire, soit la filiale A, soit contrôlée préalablement, soit contrôlée par la société mère. Ici, le pourcentage de contrôle de M dans B, il est de 25%, puisque on a bien la société mère qui détient le contrôle sur la société filiale intermédiaire, la société A. Par contre, ici, il n'y a aucun contrôle indirect de la société mère sur la société B, étant donné qu'il y a rupture de chaîne et qu'il n'y a pas de contrôle de M sur A, car la société mère a seulement 30% de M sur A. Ok, donc on a vu tout ça. Maintenant,
C'est quoi le pourcentage de contrôle de M dans B? Donc ça, c'est un petit exemple également. Donc là, je vais pouvoir prendre mes 25%, puisque j'ai le contrôle, la participation indirecte, via le contrôle de A, et j'ai une participation directe de 30%. Donc ça va me faire 25% plus 30%, participation indirecte plus participation directe, ce qui me donne 25% plus 30%, 55%. Ok. Maintenant, que se passe-t-il en cas de participation réciproque entre les filiales? Donc, ce qu'on doit faire pour calculer le pourcentage de contrôle, c'est tout simplement on soustrait au dénominateur la, les droits de vote, pardon, la part des droits de vote détenus par une filiale du groupe. Ici, la société B, elle détient 10% de la société A. Ok. Donc, ce que je vais devoir faire, et je sais que la société M, elle détient 80% de la société A. Donc, pour calculer le pourcentage de contrôle, je vais devoir faire 80% sur 100% moins 10% pour calculer le pourcentage de contrôle de M dans A. Donc, 80% sur 100 moins 10%, ça me donne 88,89%. Et étant donné que j'ai le contrôle sur la filiale A, bah, j'aurai une participation indirecte sur la filiale B de 35%. Contrôle indirect via A que M contrôle. M contrôle A étant donné qu'elle a une participation supérieure ou égale à 50%. En norme ANC, on est dans le cadre d'un contrôle exclusif. En norme IFRS, on est dans le cadre d'un contrôle. Ok. Un point sur lequel je voulais revenir également. On a vu tout ce qui était pourcentage de contrôle, on a un peu vu les méthodes de consolidation, etc. Mais la détermination du type de contrôle, ça permet également de savoir si le groupe ou si l'entité consolidée est dans l'obligation d'établir des comptes consolidés. Un groupe, c'est exempté de présenter des comptes consolidés s'il n'excède pas, pendant 2 exercices successifs, 2 des 3 seuils suivants, à savoir un total bilan de 24 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros, un nombre de salariés de 250. Ça, c'est pour le groupe. Mais comment on calcule tous ces éléments? On prend seulement en compte les sociétés, la société mère et les sociétés filiales. Et les sociétés filiales qu'on doit prendre en compte, c'est les sociétés filiales sur lesquelles la société mère exerce soit un contrôle conjoint. On ne prend pas les entités sous influence notable, même si elles sont incluses dans le périmètre de consolidation, s'il y a l'obligation d'établir des comptes consolidés. Voilà. Donc, je vous propose de rentrer légèrement, enfin un peu plus dans les détails avec les méthodes de consolidation. C'est vrai que j'ai pas encore bien parlé de quelle méthode de consolidation on a. Donc, on a principalement 3 méthodes de consolidation, à savoir l'intégration globale, l'intégration proportionnelle et la mise en équivalence. Bon, on verra plus en détail ces méthodes de consolidation dans le chapitre sur le partage des capitaux propres notamment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que avec l'intégration globale, on va prendre, on va éliminer les titres de participation des sociétés filiales, enfin de la société filiale euh, dans le bilan consolidé, et on va intégrer à 100% les éléments de la filiale euh, dans le bilan et dans le compte de résultats consolidés, euh, hormis les capitaux propres. On répartira les capitaux propres de la filiale en fonction du pourcentage d'intérêt des majoritaires, enfin du pourcentage d'intérêt de l'entité consolidée et du pourcentage d'intérêt des minoritaires. Avec l'intégration proportionnelle, c'est la même chose, mais à hauteur du pourcentage d'intérêt. On va éliminer les titres de participation et on va intégrer les éléments à hauteur du pourcentage d'intérêt. Avec la mise en équivalence, il n'y a pas de cumul de comptes. On réévalue la valeur des titres de participation. On parle de titres mis en équivalence. On recalcule également la valeur des capitaux propres. Donc voilà. Pourquoi le type de contrôle permet de déterminer la méthode de consolidation?
Si on est en contrôle exclusif, on aura une intégration globale. Si on est en contrôle conjoint, on aura une intégration proportionnelle, influence notable, mise en équivalence. La même chose, bon, ici j'ai distingué activité conjointe et co-entreprise. La plupart du temps, à l'examen, on est dans une situation de co-entreprise avec un accord contractuel. Ok, j'ai décidé de vous parler d'un petit cas, la société Enron et la chute du cabinet Arthur Andersen. Alors, que faisait la société Enron? La société Enron, elle utilisait des sociétés filiales pour dissimuler des dettes et éviter de les intégrer dans ses états financiers consolidés. Donc, c'était une fraude, puisque en quelque sorte, les états financiers consolidés ne reflétaient pas la situation réelle de la situation Enron. Les filiales, enfin les entités, même si elles étaient contrôlées par Enron, elles étaient mises en dehors du périmètre de consolidation grâce à des montages complexes, comme je l'ai dit précédemment. Suite à cela, il y a eu la chute, dès que ça s'est su, il y a eu la chute premièrement de la compagnie Enron, mais également du cabinet d'audit Arthur Andersen, puisque c'était lui qui faisait l'audit des comptes de cette compagnie. Et la législation a décidé de renforcer les règles de consolidation pour éviter de nouveaux problèmes comme cela qui conduisent à des crises. Il y a les lois Sarbanes-Oxley, si vous voulez vous renseigner sur ces dernières. Et désormais, les sociétés ad hoc, même si elles sont détenues minoritairement, à partir du moment où elles sont contrôlées par une société mère, elles doivent être consolidées par intégration globale. Ça évite que des dettes et des passifs soient dissimulés dans des autres entités qui ne figurent pas sur les états financiers consolidés. Euh, Comment on sait s'il y a contrôle? Comme je l'ai dit au cours des slides précédentes, le contrôle en norme IFRS, c'est trois critères: capacité de diriger les activités pertinentes, exposé à des rendements variables, et capacité d'exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant des rendements obtenus. Donc, oui, ce que je voulais dire avec cette slide, que vous voyez souvent, je la mets au début de chaque vidéo sur les retraitements, parce que pour moi, c'est très important de bien comprendre c'est quoi le processus de consolidation et d'avoir toutes ces étapes en tête. Ce que je voulais dire avec cette slide, c'est tout simplement que la détermination de la méthode de consolidation, en réalité, ça nous intéresse surtout pour la partie sur le partage des capitaux propres. Mais au début, voilà, on la verra plus en détail plus tard. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on voit ce que signifie le pourcentage d'intérêt. Le pourcentage d'intérêt, ça permet de déterminer la répartition des capitaux propres entre le groupe et la part des capitaux propres revenant aux minoritaires. Donc, on en revient encore une fois à la partie sur le partage des capitaux. Et le pourcentage d'intérêt, ça représente la quote-part du patrimoine de la filiale ou de la participation que possède la société mère dans la filiale. Voilà, ça se calcule nombre d'actions détenues par la société mère sur nombre total d'actions de la filiale. Les actions en droit de vote double, dans ce cas-là, elles comptent que pour un. Et comme je l'ai dit précédemment, on ne prend pas en compte les obligations convertibles en actions ou les droits de vote potentiels, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage d'intérêt. Donc la quote-part du patrimoine. Euh, petit exemple. Ici, j'ai la société mère pour vous montrer la méthode de calcul, puisque c'est pas exactement la même chose qu'avec le pourcentage de contrôle. Ici, j'ai la société M, société mère, qui détient 70% de la société A, et la société A détient 25% de la société B. Donc, pour calculer le pourcentage de M dans B, je fais 70% multiplié par 25%. Je peux faire ça puisque la société M a bien le contrôle sur la société A. 70% fois 25%, ça me donne 17,50%, le pourcentage d'intérêt de M dans B. Là, j'aurai exactement la même chose, sauf que
À la même manière un peu que pour le pourcentage de contrôle, j'aurai là la quote-part directe et là je ferai 70% multiplié par 25%, étant donné que la société mère a bien le contrôle sur la société A, la filiale intermédiaire. Que se passe-t-il maintenant en cas de participation réciproque entre des filiales? Donc ici, je vous ai pris un petit exemple. On a bien une participation réciproque, puisque la société Xil, elle détient 25% de la société YIT, et la société YIT détient 10% de la société Xil. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment dans le cadre d'une participation réciproque pour le pourcentage de contrôle, où on avait vu qu'on déduisait au dénominateur. Ici, non. Ici, ce qu'on va faire, c'est résoudre un système d'équations. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup moins dur que ce que ça en a l'air. Donc, A, c'est le pourcentage d'intérêt de M dans Xil. Et B, le pourcentage d'intérêt de M dans YIT. Soit A, c'est égal à 70% plus 70% plus les 10% de YIT dans Xil. Plus les 10% de YIT dans Xil. Donc on a M est égal à 70% plus 10% de la participation du pourcentage d'intérêt de M dans YIT. Ok? Et B, c'est égal à tout simplement 25% du pourcentage d'intérêt de M dans Xil. Ok. Une fois que j'ai ça, bah, je remplace tout simplement mon équation. Je remplace le 25% de A par B. Et ensuite, je résous mon équation. Ça fait donc le pourcentage d'intérêt de M dans Xil, c'est de 71,79%. Et le pourcentage d'intérêt de M dans YIT, c'est de 17,95%. Bon. On peut également avoir des participations réciproques qui sont légèrement plus complexes. Ici, on a, au lieu d'avoir deux sociétés filiales, on en a trois. Et la société, on a une participation réciproque entre la société, enfin, avec les différentes filiales. Voilà, je vous laisse voir. Donc, c'est la même chose, sauf qu'on résout un système d'équations avec trois inconnus. Soit A, le pourcentage d'intérêt de M dans Xil, B, le pourcentage d'intérêt de M dans YIT, et M et C, pardon, le pourcentage d'intérêt de M dans Z. Donc A, ça va nous donner quoi? A, on aura 70% plus 10% de C. Ok. Pour B, on aura quoi? B qui est le pourcentage d'intérêt de M dans YIT. On aura tout simplement 60% de A, 60% du pourcentage d'intérêt de M dans Xil. Et pour Z, on aura tout simplement 25% de B, 25% du pourcentage d'intérêt de M dans YIT. Donc une fois que j'ai ça, ici j'ai remplacé B par 60% de A. Et je fais comme précédemment, hein, je résous mon système d'équations et je peux voir qu'au final, mon pourcentage d'intérêt de M dans Xil, c'est 71,07%. Mon pourcentage d'intérêt de M dans YIT, pardon, 42,64%. Mon pourcentage d'intérêt de M dans Z, c'est 10,66%. Je vous encourage à essayer de refaire l'exercice par vous-même en masquant la correction. Ensuite, il faut également déterminer la participation ne donnant pas le contrôle, ou PNDC. On peut également parler d'intérêt minoritaire. L'intérêt de déterminer les intérêts minoritaires, c'est pour le partage des capitaux propres. Ça va nous servir pour savoir quelle partie revient au groupe et quelle partie revient euh, à d'autres associés hors du groupe. Et dans la partie sur le partage des capitaux propres, on en parlera, on en parlera souvent et on fera même des écritures où vous verrez intérêt minoritaire.
Donc, s'il y a le contrôle, dans ce cas-là, la participation ne donnant pas le contrôle, c'est 100% moins pourcentage d'intérêt. Si on a une influence notable en contrôle conjoint, partenariat, alors la PNDC, c'est pourcentage de contrôle, moins pourcentage d'intérêt. Donc, je vous propose d'essayer de faire un sujet d'examen. Encore une fois, je vous encourage à le faire avec un papier et un stylo par vous-même. C'est comme ça qu'on apprend. Vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper et après vous allez y arriver. Avec un sujet DSTG 2020. Donc voilà, je vous laisse prendre toutes les informations et après vous ferez le tableau suivant pour euh, inscrire tout. Mais je vous laisse prendre les informations. Donc, je vous fais la correction tout de suite pour la société Beau Soleil. On peut voir que la SA Moderne Impression, elle a 1200 titres et que la SARL Beau Soleil a 2000 titres au total. Donc le pourcentage de contrôle, ce sera 1200 sur 2000, ce sera 60%. Le type de contrôle, 60%, c'est supérieur à 50. Donc l'entité, enfin la SA Moderne Impression, elle est majoritaire, elle a bien le pouvoir de contrôle, donc on est bien en contrôle. La méthode de consolidation à retenir lorsqu'on est dans le cadre d'un contrôle, si on reprend le tableau qui est juste ici, c'est intégration globale. Ouais, j'ai oublié de préciser, mais dans cet énoncé, on est bien en norme IFRS. Intégration globale. Mais ça aurait rien changé qu'on soit en norme IFRS ou en, selon le règlement ANC 2020. Le pourcentage d'intérêt, bah écoutez, c'est exactement la même chose, hein, on n'a pas de surprise, il n'y a pas de note, 1200 sur 2000, 60%. Et la participation ne donnant pas le contrôle, on a dit, dans le cadre d'un contrôle, PNDC est égal à 100% moins le pourcentage d'intérêt. Donc on a 100% moins 60%, ça nous donne 40%. Ensuite, pour la SAS ni la découpe. Donc là, déjà, c'est un peu plus complexe. On peut voir qu'on a une participation indirecte et qu'on a une participation directe. Donc, participation directe. On a quoi en participation directe? Commençons par le plus simple. Participation directe, on peut voir que la SA Moderne Impression, elle a 45 sur 150 titres. 45 sur 150 titres, ça nous donne 30%. Et il y a également une participation indirecte, puisque la SARL Beau Soleil, qui est ici, elle a 78 sur 150 titres, soit 52%. On peut bien prendre la participation indirecte, puisque la société Beau Soleil, elle est sous contrôle. Il n'y a pas de rupture de chaîne. Donc, j'ai un pourcentage de contrôle de l'ASA Moderne Impression sur l'ASS Nina Découpe de 82%. Donc, je suis bien dans le cadre d'un contrôle. Maintenant, j'ai bien une intégration globale, oui. Maintenant, pour le pourcentage d'intérêt, ça va être différent. Pour le pourcentage d'intérêt, il va falloir que je multiplie 60% par, ici, il me semble que j'avais participation directe 52%. Ouais, c'est ça, participation directe 52%, 60% multiplié par 52%, et que j'ajoute la participation indirecte. Mais là, il va falloir que je multiplie et pas que je prenne juste le 52%. Donc, logiquement, j'aurai quelque chose d'inférieur à 82%. Bien. Ici, si je vous mets ici, hop, voilà, je vais avoir 60% multiplié par 52%,
et pas 52%, plus 30%. Ça va me donner 61,20%. Comme on l'a dit précédemment, on est dans le cadre d'un contrôle. Dans le cadre d'un contrôle, la participation ne donnant pas le contrôle, c'est 100% moins 61,2%. Ça me donne 38,80%. Ok. Si je vous mets la lettre, comme ça, vous l'avez. Pour la société Textile Flash. Donc là, on nous met une note. Parfait. On a 7000 actions ordinaires et 300 actions à droit de vote double. La SA moderne, donc on fait attention, droit de vote double, elle compte pour double, on multipliera par 2. La SA moderne impression détient 300 actions de vote ordinaire et 200 actions de 300 vote double. Comme je l'ai dit, droit de vote double, on multiplie par 2. Elle détient également 800 obligations remboursables en actions. Donc, droit de vote potentiel. On est bien en norme IFRS. Comme on est en norme IFRS, il faut prendre en compte les droits de vote potentiels. Donc, on les retiendra dans notre calcul. Pardon. Pour le pourcentage de contrôle. Donc, si je vous inscris tout, le pourcentage de contrôle, ça fait 350 plus 200 fois 2, plus 800, les droits de vote potentiels, sur 700 plus 300 fois 2, plus 1000. Ça me donne 67,39%. Donc, toujours dans le cadre d'un contrôle. Bon, je vous spoil un peu, dans cet exercice, il n'y a que des contrôles. Tout est sous contrôle. Donc, intégration globale. Pour le pourcentage d'intérêt, bah, ça va être exactement la même chose, sauf que je vais pas retenir les droits de vote potentiels. Et les actions à droit de vote double, elles comptent que pour un, et pas pour deux. Donc, action à droit de vote double. Ici, il me semble que je vous ai mis mon calcul, ouais. C'est tout simplement 350 plus 200, 150 sur 700 plus 300, 1000. Ça me donne 55%. Hop. Dans le cadre d'un contrôle, 100% moins 55%, ça me donne 45%. Ensuite, on a la société Print Laser. Oula. Donc là, c'est un peu plus complexe. Puisque, avec la société Print Laser, vous pouvez voir qu'on a une participation réciproque. La SAS Real Print, elle détient des actions de la SA Print Laser, et la SA Print Laser, elle détient des actions de la Real Print. On peut poser à plat les éléments ici. C'est un peu comme ce qu'on a vu ici. On se doute bien que pour calculer le pourcentage d'intérêt, il va falloir qu'on pose un système d'exploitation. Et pour calculer le pourcentage de contrôle, on va ré- enfin, réduire au dénominateur la part détenue par la filiale. Donc la part détenue par RealPrint. Ici, RealPrint, ça détient 8% de print laser, donc on va faire 80% sur 100% moins 8%. Ça me donne 86,96%. La part, le pourcentage de contrôle de moderne impression dans print laser. Pourquoi ici je vous ai mis les chiffres? C'est tout simplement le rapport des actions. Voilà, 1600 sur 2000, ça me donne 80%. 160 sur 2000, ça me donne 8%. 260 sur 500, ça me donne 52%. Donc ici, je vous ai mis les chiffres, c'est tout simplement le rapport des actions. Et le pourcentage de contrôle de moderne impression dans Real Print, ça va être 52%, pardon, étant donné que là, on a bien un contrôle, il n'y a pas de rupture de chaîne, donc on peut utiliser le pourcentage, enfin, on a une participation indirecte via une société contrôlée. Donc 52%. Donc, d'ores et déjà, je peux remplir ça. Lorsque vous avez une participation réciproque ou voilà, je vous conseille de toujours poser à plat les équations et de le faire comme ça, ou alors directement sur l'énoncé de la copie. J'aurais pu le faire directement ici. Mais bon. Donc, maintenant, une fois qu'on a calculé le pourcentage de contrôle, donc on en déduit, contrôle, contrôle, on est bien, intégration globale, intégration globale.
Maintenant, le pourcentage d'intérêt. Il va falloir qu'on fasse un système d'équations comme on a vu précédemment. Donc, soit A, le pourcentage d'intérêt de moderne impression dans print laser, et soit B, le pourcentage d'intérêt de moderne impression dans real print. A, ça va être 80% plus 8% de real print, donc 8% de B. Et B, ça va être tout simplement 52% de A. Une fois que j'ai ça, bah, je résous mon système d'équations, soit avec la calculatrice, soit directement, et j'obtiens le pourcentage de taux d'intérêt de moderne impression dans print laser 83,87% et le pourcentage d'intérêt de moderne impression dans real print 43,40%. Donc je les indique, hop, et voilà. Au final, j'ai terminé mon énoncé. J'ai bien justifié mes calculs, etc. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur la page LinkedIn et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous mets les documents et les liens du LinkedIn dans la description de la vidéo. Si vous connaissez des gens que ça peut potentiellement intéresser ou que ça peut potentiellement aider, n'hésitez pas à leur envoyer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.